Alors, on a terminé la présentation. Si vous avez des questions, donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, vous m'avez bien suivi? Vous avez des questions ou pas? Non, le diapo 24. Ça s'est arrêté au diapo 24, alors là. Alors, s'il vous plaît, confirmez-moi à quel moment ça s'est coupé. Parce qu'en fait, là, je suis déjà Madame, en c'était train coupé d'admettre au diapo tout au fur et à 24. mesure. Je vois pas s'il y a des gens qui sont en attente. Parce que je le fais au fur et à mesure, je mets admettre tout, donc et là vous me confirmez que ça s'est coupé au diapo 24. Ah, je vais essayer, donc je vais essayer de refaire, d'accord. Mais pour mademoiselle Maïssa qui vient de me dire d'accepter les autres, là je suis en train de le faire, hein. Alors, je suis en train d'accepter au fur et à mesure, bien que qu'on a mis admettre tout le monde. Mais là, je suis en train d'accepter les gens au fur et à mesure. Donc, je vais essayer donc de refaire à partir du diapo 25. C'était les dioxines et furanes qui n'a leur toxicité. Admettre. Alors,
Alors, on était en train de voir le profil des différents polluants organiques persistants. On a parlé des pesticides organochlorés, des produits issus de l'industrie et des sous-produits chimiques industriels alimentaires. Et c'était principalement dioxine et furane. وش قلنا عليهم dioxine et furane? En fait, c'est des molécules qui sont issues باش ما تدوخوش. Donc, il s'agit d'hydrocarbures aromatiques polycycliques chlorés d'un atome à 8 atomes chlore. La différence réside tout simplement le nombre d'atomes d'oxygène dans le cycle central. Pour les dioxines, ils sont pentavalents avec une molécule d'oxygène, et pour les furanes, ils sont hexavalents avec 2 molécules d'oxygène. Et après, il y a 2 noyaux benzéniques et la substitution varie. On a déjà dit que la liaison d'atomes chlore aux anneaux benzéniques rend les molécules très très stables et très peu biodégradables, et la demi-vie peut aller au-delà de 10 ans. On a 75 isomères pour les dioxines et jusqu'à 135 isomères pour les furanes. Donc, on a la dioxine la plus connue, la fameuse dioxine de Seveso, qui est le 2378 tétrachlorodibenzoparadioxine. C'est la plus redoutée, la toxicité, elle est prouvée et elle est considérée comme cancérogène ultime pour l'homme. Sur le plan cinétique, la demi-vie, elle est très longue. Donc, elle varie de 5 à 10 ans. Il s'accumule très fortement dans les tissus adipeux, résistent au mécanisme de détoxification et ne sont pas excrétés dans les urines. Donc, qui dit s'accumule dans les tissus adipeux, ils sont vraiment transmis tout au long de la chaîne alimentaire. Concernant leur toxicité, elle est surtout prouvée chez les animaux, mais sinon, il s'agit surtout de cancers, ils sont perturbateurs endocriniens, donc ils sont hépatotoxiques, immunosuppresseurs et aussi, donc, le chloracné tout à l'heure dans l'accident de ces vaisseaux qu'on peut retrouver aussi bien en aigu qu'en chronique. On a l'exemple qui m'a dit comme le fameux monsieur Viktor Yushchenko était un candidat à la présidence en Russie et il a été donc sûrement intoxiqué délibérément par la fameuse dioxine de Seveso en 2004, et vous voyez un petit peu donc à quoi ressemble quelqu'un atteint de chloracné. Un diapo qui explique un petit peu le mécanisme de cancérogénèse de ces molécules-là, pour dire que c'est des molécules qui interagissent directement avec le matériel génétique. Donc, les fameuses dioxines se fixent à des protéines donc cytoplasmiques, donc dites AHR, l'aryl hydrocarbone récepteur, donc qui fait rentrer ces molécules-là au noyau, ils vont se fixer à d'autres molécules nucléaires. Donc, et là, le complexe formé se lie au gène, à un gène qui est retrouvé en amont de gènes impliqués dans le stress oxydatif et le contrôle du cycle cellulaire. Tout simplement, là, ils vont interagir sur les gènes donc qui contrôlent le cycle cellulaire, activant leur transcription et peuvent être à l'origine d'un stress oxydatif responsable de leur cancérogénèse. Pour la détection analytique, on n'a pas dit grand-chose, mais c'est juste que ces molécules-là peuvent être retrouvées dans différentes matrices, aussi bien environnementales que biologiques. Donc, peu importe la matrice, donc on doit passer toujours par plusieurs étapes. Donc, une première étape d'extraction, donc elle diffère en fonction du milieu. La purification, c'est pour pouvoir concentrer ces molécules-là, parce que ces molécules-là, on peut les retrouver à des quantités très, 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 très infimes.
Et la détection analytique ou l'identification doit se faire avec des techniques très très performantes, à savoir des techniques chromatographiques, qu'elles soient liquides ou gazeuses, couplées à un détecteur de masse. Donc, on a l'HPLC, l'LC masse, l'LC double masse ou la GC masse aussi. On est passé par la suite au cadre réglementaire pour dire que sur le plan international, il y a pas mal de conventions qui sont responsables donc de la mise, c'est-à-dire de la réglementation aussi bien de la production que de la gestion des déchets de ces molécules-là. Et l'Algérie suit certaines de ces conventions. Pardon. On va commencer par la convention de Bâle, qui a pour objectif le contrôle au niveau international des mouvements transfrontaliers et l'élimination de déchets dangereux. Donc, je viens de dire que la convention de Bâle, c'est pour le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets. Donc, elle a été signée en 1989 et entrée en vigueur en 1992. Donc, elle contient plusieurs articles qui visent principalement, donc qui réglementent principalement les mouvements transfrontiers et l'autorisation d'exportation ou d'importation de déchets issus de ces polluants-là, diminuer à la source la production de déchets dangereux, aider les pays en voie de développement pour la gestion de déchets et assurer la mise en place d'installations adéquates d'élimination en vue d'une gestion écologique rationnelle. On a vu que la gestion des déchets, elle n'est pas aussi facile que ça, parce qu'on ne peut pas les rejeter dans la nature, on ne peut pas les incinérer parce qu'ils sont à l'origine de la production de produits intentionnels dans la dioxine et furane, donc ce n'est pas facile de s'en débarrasser. Donc il y a eu une réglementation dont l'Algérie suit, donc on a retrouvé dans la convention de Bâle. L'Algérie a signé cette convention en 1989. Il y a aussi la convention de Rotterdam qui régule le commerce international des produits et facilite l'échange d'informations sur ces produits. Donc, pour l'information, elle concerne donc toute information scientifique, technique, juridique, toxicologique ou écotoxicologique sur ces molécules-là. Ça a été signé en 1998 et entré en vigueur en 2004. Donc, c'était à l'origine de la création d'une base de données contenant des renseignements sur la sécurité de ces produits-là. C'était le principal contenu. Mais l'Algérie n'a pas signé cette convention. La convention la plus importante, en fait, qui est à la base de la mise en place de la liste des polluants organiques persistants et de la réglementation qui les concerne. Donc, c'est la convention de Stockholm. Pardon. L'objectif de cette convention est de protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants. Elle a été signée en 2001 et entrée en vigueur en mai 2004. 151 États en sont signataires, dont l'Algérie, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle contient, cette convention? En fait, elle parle surtout de l'élimination de ces produits-là. Donc, comment? Déjà en arrêtant leur fabrication et aussi pour trouver des mesures pour détruire les stocks existants. Prévenir le développement de nouveaux polluants. Voilà, qui m'a dit c'est des molécules dont les propriétés chimiques elles sont connues. C'est des molécules cycliques qui sont où il y a plusieurs substitutions par le chlore. Donc, on peut avoir une idée sur les molécules. Donc, si on a déjà sa structure, donc on peut avoir une idée sur ces propriétés-là. Donc, cette convention, parmi les objectifs de cette convention est de prévenir le développement de nouvelles molécules. Aussi, elle a établi dans un premier temps une liste de 12 polluants organiques persistants.
Et elle a prévu une procédure permettant l'ajout de d'autres molécules, chose qui a été faite donc en mai 2009, parce que là, on a commencé avec 12 molécules, appelées à l'époque les 12 salopards. En 2009, ils ont rajouté 9 nouvelles substances, donc la liste s'est élargie à 21 substances, et là, elle est à 22, je pense. L'Algérie a signé cette convention déjà en 2001 et l'a ratifiée en 2006. Il y a aussi le fameux système REACH. Le système REACH, en fait, c'est comme celui de la Convention de Rotterdam, c'est un système pour enregistrer, évaluer, autoriser donc des substances chimiques. C'est surtout pour avoir l'information sur ces molécules-là. Mais ce système en Europe, il oblige les entreprises qui fabriquent et importent les substances chimiques à évaluer les risques résultant de leur utilisation, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour gérer les risques identifiés. Pour l'Algérie, on vient de voir les deux principales conventions qu'elle a signées. À partir de là, elle a bénéficié de l'assistance initiale du Fonds mondial pour l'environnement pour réaliser des activités habilitantes dans le cadre du projet portant sur la gestion écologique des POPs. Donc, bien sûr, elle a signé ces conventions-là et elle a bénéficié d'une aide internationale pour pouvoir gérer les stocks, les polluants organiques persistants. Ce projet a pour principal objectif d'aider l'Algérie à la préparation de son plan national de mise en œuvre donc suite à la convention. Où je suis, il y a eu 3 étapes. Donc, dans un premier temps, une analyse du contexte global des POPs en Algérie avec identification des lacunes et évaluation des besoins. Ils ont élaboré un inventaire des polluants organiques persistants. Donc, il y en a eu plusieurs. On va parler du plus important. Et puis, déterminer les priorités nationales et les objectifs en matière de gestion de ces polluants-là. Donc, sur le plan réglementaire, ont découlé certaines lois. Il y a eu la loi relative à la gestion et au contrôle ainsi que l'élimination des déchets. Une deuxième loi relative à la protection de l'environnement et du développement durable. Et une troisième loi en 2004 relative à la prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable. Sur le plan réglementaire. Sur le plan institutionnel, il y a eu des instruments qui ont été mis en place, donc qui ont pour mission bien sûr la modernisation et la gestion de déchets. On a le Centre national de technologie plus propre, le Centre national de formation à l'environnement, le Commissariat du littoral et l'Agence nationale des déchets. Et sur le plan économique, donc il y a eu l'établissement de 2 taxes, une taxe forfaitaire sur les activités polluantes et une taxe écologique spécifique. Donc, on va parler d'un inventaire qui a été établi en 2004. Donc, il faut savoir que c'est quand même énorme pour un pays où l'industrie chimique n'était pas vraiment développée à cette époque-là avec ses différents produits, mais quand même, autant que consommateur ou importateur de ces produits-là, on s'est retrouvé avec des stocks assez importants. On s'est retrouvé quand même avec plus de 2000 tonnes de pesticides qui sont périmés dans presque 200 tonnes de DDT. Il y a eu plus de 3443 tonnes d'huile d'ascarel. Il s'agit d'un PCB parce que Goulnab, on le retrouve dans différents réacteurs fluidifiants, donc on le retrouve un peu partout. Il y a eu aussi, donc, concernant les sites qui sont pollués, 145 sites contaminés à travers le territoire national, à peu près de 67 sites la région centre. Il faut savoir que l'ouest est plus contaminé, par exemple la zone de Rélizène et tout, on trouve des sites de stockage de ces molécules-là. Il y a eu beaucoup d'équipements et matériel à l'huile de synthèse rebutés à la disparition dans la nature. Donc, on s'est retrouvé avec plus de 600 tonnes quand même de pesticides dangereux
entre 1955 et 2003. Ces stocks, l'Algérie a essayé de gérer, mais comme on vient de dire, c'est très 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 difficile de gérer ces stocks-là parce que on ne peut pas incinérer, on ne peut pas éliminer comme ça les molécules, donc les rejeter. Et du coup, donc c'est très difficile de gérer ces stocks. Donc ils sont là, ils sont tout simplement enterrés dans certains sites et donc le mal quand même il a été fait parce qu'il y a eu quand même l'épandage d'une très grande quantité quand même qui est assez suffisante pour polluer et pour polluer tout le territoire algérien. Pour conclure, donc, les POPs présentent des risques pour la santé humaine et l'environnement suite à leur persistance et accumulation dans les écosystèmes et aussi leur toxicité redoutée. Plusieurs États se sont mobilisés pour limiter et pourquoi pas un jour abandonner leur utilisation parce qu'on a dit que c'est très réglementé, mais on n'a pas abandonné toutes les molécules quand même. On les utilise dans pas mal de domaines. Et puis, l'Algérie a commencé depuis la signature de la Convention de Stockholm de prendre sa place dans la lutte contre la dissémination de ces produits en mobilisant ses compétences scientifiques soutenues par des décisions politiques adéquates. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette fois-ci, vous avez bien suivi. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous êtes toujours là? Vous avez des questions? Oui, madame, c'était clair. Merci. En fait, ce qui est réellement à retenir, c'est surtout la Convention de Stockholm, parce que c'est à partir de ce moment-là, l'Algérie a commencé à se mobiliser pour pouvoir gérer ces polluants-là. Donc, on résume un petit peu. Donc, c'est juste pour vous dire, donc, c'est une continuité. Bon, c'est le cours qui clôture le chapitre des pesticides. Et comme vous avez vu, donc, il n'y a pas que des pesticides dans cette liste-là, donc de polluants organiques persistants, bien que il y en a beaucoup. Donc, les organochlorés, il faut vraiment voir le cours des organochlorés avec ce cours-là parce que pour la plupart des pesticides organochlorés, ils appartiennent à cette liste de POPs. Leur toxicité, elle est bien établie, bien que beaucoup d'hypothèses sont là, mais quand même, donc étant donné qu'ils sont classés polluants organiques persistants, on est sûr donc ni de leur cancérogénicité et de leur effet toxique sur l'homme et l'animal, ainsi bien sûr que leur effet sur les écosystèmes. Ces polluants-là donc appartiennent à 3 catégories, des produits de l'industrie chimique, des produits non intentionnels, c'est principalement les dioxines et furanes. La dioxine de Seveso, la fameuse 3-CDD, donc elle est à retenir aussi bien sur le plan appellation, toxicité, classification dans le cirque et tout, donc elle est très importante, ainsi que la plupart des organochlorés, surtout le DDT. La toxicité, elle est assez commune, donc, mais il y a quelques différences. Et puis, pour la réglementation, c'est surtout la situation en Algérie. Il faut savoir que c'était à partir de la Convention de Stockholm qu'elle a commencé vraiment à lutter et se mobiliser pour lutter contre ces polluants-là et établir
des mesures adéquates pour pouvoir gérer les stocks existants de ces polluants-là. Comme je viens de dire, la Convention de Stockholm, c'est la plus importante. C'est elle qui a commencé par établir la liste des polluants organiques. Elle a rajouté au fur et à mesure d'autres molécules et les pays signataires ont bénéficié d'une aide pour établir leur plan de lutte contre la dissémination de ces produits-là.